Nous commémorons ce mois-ci 11e anniversaire de la révolution syrienne. Cette révolution qui a attiré l'attention de l'opinion publique pour une courte période, elle est tombée rapidement dans l'oubliette, pas seulement des opinions publiques, mais aussi des décideurs du monde dit libre. Paradoxalement, il y a un retour relatif à la Syrie dans un contexte de comparaison avec l'agression russe en Ukraine. Je m'explique. Après que la Syrie a été complètement mise à l'écart et après que même les Occidentaux ont été convaincus par le discours officiel syrien épaulé par la Russie, comme quoi les révolutionnaires ne sont que des terroristes islamistes, etc., etc. Maintenant, les médias occidentaux, en parlant de l'Ukraine, ils nous renvoient vers ce qui se passait en Syrie. Et plus précisément, ce qui se passait en Syrie après l'intervention russe militaire en 2015. Dès lors, on revient au bombardement et la destruction presque complète de la vieille ville d'Alep et les zones rebelles dans la ville et la région d'Alep. On revient chaque fois à comparer entre l'attitude mafieuse du régime Poutine et le régime syrien. On compare aussi souvent les comportements des soldats russes qui pillent, qui tuent les civils, qui pillent les magasins et les pharmacies dans les villes ukrainiennes qui tombent dans leurs mains, à ce que faisaient les milices et les forces du pouvoir en Syrie dans les zones qui contrôlaient. Donc, la Syrie, elle revient à nos jours, mais sous la bannière de la comparaison et sous la bannière de la volonté d'impliquer plus ou de dénoncer encore plus l'attitude du Kremlin. On répète que ce n'est pas une nouveauté que le Kremlin se comporte de la manière qu'il a déjà détruit Grozny en Tchétchénie, qu'il a déjà détruit Alep en Syrie, et le voilà en train de détruire Kiev, Kharkov et autres villes en Ukraine. Ainsi, le phénomène des réfugiés politiques et humanitaires qui proviennent maintenant de l'Ukraine, on parle de plus que 2 millions qui sont arrivés déjà en Europe, ça nous renvoie aussi d'une manière beaucoup plus critique à l'accueil des réfugiés syriens qui ont quitté leur pays pour la même cause que les Ukrainiens quittent leur pays actuellement. Bien entendu, en faisant bien la différence entre l'accueil réservé aux réfugiés syriens en Allemagne, qui était un accueil très positif et très humain, et l'accueil qui leur a été réservé dans d'autres pays, qui était ou bien un refus complet, ou bien un accueil très limité dans le nombre. Finalement, l'arrivée des réfugiés ukrainiens en Europe montre aussi qu'il y a quelques mois, des réfugiés syriens et irakiens et afghans ont été refoulés des frontières avec la Pologne et certains d'entre eux, ils sont morts de froid dans les forêts entre la Biélorussie et la Pologne. Là-dessus,
on souligne, on soulève plutôt, même dans les médias occidentaux, que le comportement polonais notamment n'émane pas d'une position purement humaine, mais d'une solidarité sélective qui a violé les principales règles des conventions de Genève, ainsi que les principes et les valeurs d'humanisme et d'accueil de tous les réfugiés politiques dont l'Europe était ou se présentait comme étant le premier à respecter. Quant aux attaques contre les civils en Syrie actuellement, il y a bien entendu tous les jours des raids aériens effectués par les hélicoptères du régime ainsi que les Sukhoi de l'armée russe. Bien entendu, ces attaques passent inaperçues dans un silence ennemi, mais ils ne sont pas de grande envergure. C'est seulement pour marquer le terrain, pour dire qu'on est toujours là, on est toujours en train de chercher à récupérer le peu qui reste de la Syrie qui n'est pas sous le contrôle de l'autorité de Damas. Mais ce qui est plus flagrant et plus présent sur le terrain, c'est que tous les opposants, même les plus modérés à l'intérieur de la Syrie, continuent à être persécutés, continuent à être poursuivis, à être interdits de s'exprimer. Ainsi, on dévoile tous les jours des affaires de torture dont les jeunes qui ont été arrêtés durant les premières années de ce conflit sont les cibles et les victimes. Souvent, on avertit les familles que leur fils est décédé d'une crise cardiaque sans même qu'on leur rend le cercueil ou le corps de leur défunt. Depuis que les Américains ont crié victoire contre l'État islamique, toutes les analyses politiques sérieuses ont souligné que ce n'est qu'une victoire territoriale et que les groupes armés terroristes de l'État islamique allaient se disperser dans les steppes, dans les grottes qui couvrent cette région pour entreprendre ultérieurement des opérations ciblées et encore plus, dont les impacts sera encore plus durs contre leurs ennemis. Et depuis cette victoire annoncée, il y a tous les jours, mais bien entendu, les médias sont silencieux là-dessus, il y a tous les jours des attaques des groupes terroristes d'État islamique dans la zone désertique de la Syrie contre les forces des autorités de Damas, contre les forces kurdes du PYD et pas contre les forces occidentales, notamment les Américains et les Français qui sont présents avec des militaires et des groupes de renseignement. L'attaque contre la prison de Hasakeh était préparée bien avant le jour J. Il y avait des gens à l'intérieur de la prison qui possédaient des téléphones portables, qui communiquaient avec les agresseurs, les envahisseurs, les rebelles, ou pas les rebelles, les terroristes qui attaquaient la prison. Alors il y a une question qui se pose ici sur l'organisation des forces kurdes et le niveau de corruption
qui gangrènent ces forces pour que les prisonniers arrivent à contrôler la prison pendant certains jours et communiquer avec l'extérieur. Ça montre une défaite politique et militaire des alliés en général et des forces kurdes en particulier. Cependant, quelques analyses soulignent un point très important, une hypothèse que cette attaque n'aurait pas pu être réalisée s'il n'y avait pas une volonté des forces kurdes d'attirer l'attention des Américains sur la nécessité de continuer à être présent dans la région. Parce que rappelons-nous que ça suivait le retrait américain de l'Afghanistan et que plusieurs articles et plusieurs centres de recherche américains ont commencé à évoquer un éventuel retrait des forces américaines du nord-est de la Syrie. Alors, c'est une hypothèse, ça reste une hypothèse, mais qui mérite une réflexion. C'est qu'en laissant les hommes, les terroristes d'État islamique arriver à l'intérieur d'une ville contrôlée par les Kurdes, épaulée par les Américains, ça peut être un message aussi aux Américains que ce n'est pas encore le temps d'abandonner cette région. Il y a quelques jours, on est en mois de mars, il y a 2 ou 3 jours, une autre attaque dans le désert syrien contre des forces loyales. Cette fois-ci, ce n'est pas des groupes armés légèrement. Cette fois-ci, l'État islamique a utilisé des blindés et des chars, ce qui est étonnant d'un point de vue militaire, parce que pour sortir les blindés et les chars de leur cache, ça nécessite une logistique assez importante. Où sont les drones, où sont les satellites? Tout ça, ça pose beaucoup de questions et ça donne très peu de réponses. Effectivement, ce procès qui a eu beaucoup d'attention médiatique et qui a fait couler beaucoup d'encre entre ceux et celles qui étaient pour et ceux et celles qui étaient contre parmi les Syriens, sous le prétexte que cet officier qui a été jugé, condamné, il a fait défection, à savoir que ni juridiquement, ni humainement, une défection n'efface pas les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre. C'est une expérience très réussie, mais elle ne doit pas rester unique. Malheureusement, il y a eu des tentatives dans d'autres pays, notamment la France, qui n'ont pas abouti. Mais en même temps, cet échec à poursuivre les tortionnaires en France a suscité un débat entre les spécialistes et a provoqué une réflexion au niveau des législateurs pour changer les législations françaises liées à des cas pareils. Donc, c'est très positif ce qui s'est passé en Allemagne. En même temps, il y a de plus en plus des cas des gens qui n'ont pas commis des crimes contre l'humanité, mais des gens qui font le porte-parole des tortionnaires. Alors, l'arme médiatique et l'arme psychologique doit aussi être au moins contrôlée, pour ne pas dire interdite.
il y a maintenant en Allemagne des soi-disant des réfugiés syriens qui ont adhéré au parti d'extrême droite allemand, l'AfD, incitant ce parti à prendre des positions encore plus radicales à l'encontre des réfugiés syriens, comme quoi ils sont tous des terroristes, comme quoi il n'y a plus la guerre en Syrie, il faut les refouler en Syrie. Ce sont des Syriens envoyés par le régime qui infiltrent la société allemande via les partis d'extrême droite. Je pense que les services allemands sont conscients, mais ça doit aussi attirer la vigilance de l'ensemble des gens qui défendent les droits de l'homme et les libertés partout dans le monde, pas seulement en Syrie. Monsieur Guterres, il a déçu pas mal de Syriens et même d'Européens. Parce qu'après l'expérience de M. Ban Ki-moon, qui se contentait de regretter et d'être désolé face aux atrocités commises en Syrie, tout le monde s'attendait d'un homme politique portugais qui avait joué un rôle important pendant la période transitoire en Portugal, d'avoir une position plus ferme, plus claire et moins tournant rond et moins diplomatique qu'il a actuellement. Mais dans les Nations Unies, ça représente les nations qui ne sont pas du tout unies. Donc, c'est une organisation intergouvernementale qui ne reflète que la volonté de ceux qui la dirigent, c'est-à-dire les 5 plus forts membres du Conseil de sécurité, pas plus, qui ne veulent pas prendre une position claire par rapport à ce qui se passe. Ces déclarations ne reflètent pas la défaite de la dite communauté internationale. La défaite de la dite communauté internationale est flagrante depuis, si je veux être très optimiste, depuis le mois d'août 2013, quand le régime syrien avait franchi les lignes rouges de M. Obama et il avait bombardé des civils avec des armes chimiques, tuant 1500, 1300 personnes, et ce bombardement n'a suscité aucune réaction sérieuse, même au niveau politique, même au niveau du tribunal criminel international. Donc, les déclarations de M. Guterres, ça meuble un peu les conférences internationales, ça meuble un peu ses activités quotidiennes et ça lui donne la possibilité de nommer un émissaire dans la personne de M. Guy Peterson qui ne fait que œuvrer pour violer les résolutions des Nations Unies même. Je m'explique. La résolution 2254 qui stipulait une transition politique en Syrie n'a pas stipulé la formation d'une commission ou ce qu'on appelle comité constitutionnel. Parce que les Nations Unies ont œuvré pour faire passer le temps, pour satisfaire la Russie. Ainsi, la dernière invention des Nations Unies, c'est ce qu'on appelle la politique, la solution step by step. Ça viole d'une façon flagrante la résolution des Nations Unies et du Conseil de sécurité de 254. Mais bon,
tout le monde est satisfait, tout le monde est d'accord, parce que personne n'a le courage de prendre une position et arrêter cette souffrance qui dure depuis 11 ans d'une manière sanguinaire et armée, mais elle dure depuis 5 décennies parce que le régime existe depuis 5 décennies, du père jusqu'au fils, avec la répression politique, la privation des libertés, l'expression interdite et la confiscation de l'espace public. La reconstruction en Syrie, c'est un débat qui se déroule au niveau international, au niveau national même. Par principe, personne n'est contre la reconstruction des zones détruites par les bombardements du régime et de l'armée russe. En revanche, la reconstruction nécessite tout d'abord une solution politique. On ne peut pas reconstruire pour camoufler les crimes comme ça a été fait après la destruction de la ville de Hama en 1980, où la ville a été reconstruite sur des fossés communs et notamment un hôtel très luxueux où toutes les délégations européennes logées en dessus des cadavres, des centaines, voire des milliers des civils de la ville qui ont été assassinés froidement pendant le massacre de Hama, qui a donné lieu à l'époque, en 1981, à plus que 30 000 victimes. Donc, reconstruire quoi et comment et quand. Il y a aussi la question de la reconstruction immatérielle, ce qui est, à mon point de vue, beaucoup plus important que la reconstruction matérielle, c'est-à-dire reconstruire la société, les relations sociales, les relations entre les différentes communautés qui n'étaient pas en conflit avant la révolution, mais que toute la politique du pouvoir ainsi que ses alliés russes de Hezbollah libanais et iranien ont œuvré d'une manière collective et très efficace à engendrer et à renforcer durant ces dernières décennies. Donc maintenant, il y a un problème entre les communautés. C'est une priorité de revenir là-dessus et de travailler sur l'appartenance à une Syrie unie pour tous ses citoyens et pas pour tous ses sujets. Parce qu'en Syrie, durant des décennies, la culture était basée sur l'appartenance et la loyauté des sujets syriens à leurs dirigeants. Les citoyens syriens n'existaient pas. La citoyenneté en Syrie, c'est seulement un mot qui ne signifiait rien. Les Syriens ont découvert la culture citoyenne et l'engagement citoyen avec cette révolution. Donc, il faut reconstruire là-dessus. De notre côté, la reconstruction matérielle. Le régime, il n'a aucun intérêt à un programme global de reconstruction matérielle. Ce que ça veut dire, reconstruire l'économie, reconstruire les infrastructures, reconstruire aussi les habitats dans un programme social, démographique et économique et politique qui respecte les droits de tous les Syriens dans leur
pays. Malheureusement, il y a des reconstructions partielles qui suivent les intérêts des groupes économiques liés au pouvoir. Donc, la reconstruction qui se déroule actuellement, et pas à Alep, mais surtout dans les faubourgs de Damas, parce qu'à Alep, il ne se passe rien, ou presque rien. Ce sont des projets qui enrichissent encore plus les caisses du clan du pouvoir et n'ont rien à voir avec une vision globale qui concerne la société syrienne et l'avenir de la société syrienne. Il reste encore dans la main des pays européens la carte de la reconstruction. Parce qu'on sait très bien que ni la Russie ni l'Iran n'ont les moyens pour reconstruire matériellement la Syrie, qu'ils ont eux-mêmes détruite. La Russie, avant qu'elle s'implique en Ukraine, elle faisait appel à l'Europe pour payer la reconstruction. C'est là où l'Europe pouvait, mais n'a jamais voulu, jouer cette carte en exigeant auprès de Moscou d'entamer la transition politique qui respecte les résolutions du Conseil de sécurité votées par la Russie elle-même de 254. Mais ça n'a pas été fait. Et maintenant, on a quitté le dossier syrien pour s'occuper de la reconstruction de l'Ukraine. Si reconstruction il y a, si l'Ukraine ne va pas tomber dans les mains de la Russie et devenir un pays satellite comme la Syrie l'est. Il y a 2 jours, Vladimir Poutine, il a annoncé officiellement qu'il y a des bureaux qui ont ouvert en Syrie pour recruter des volontaires, ce qu'il appelle des volontaires, qui sont des mercenaires, pour aller combattre à côté des forces russes en Ukraine. D'où viennent ces combattants? Ce sont les mercenaires qui combattaient les Syriens eux-mêmes. Ce sont les milices liées à l'Iran et au régime syrien qui ne se contentaient pas de combattre les civils syriens, mais aussi de piller les villes et les villages de ces civils d'une manière systématique. Ce sont les milices qui ont commis des atrocités, des massacres qu'on peut énumérer, qui sont documentés maintenant en Occident, qui sont sur... On a les images et les noms des victimes, et les noms des commanditaires, et les noms des exécutants. Ceux-là, ils vont partir à côté des forces russes en Ukraine pour combattre, commettre des atrocités et piller les Ukrainiens. En revanche, ça ne risque que de nuire au régime de Poutine, au régime Assad, en point de vue européen. Ça ne fera que renforcer ce retour en force de la question syrienne dans la conscience européenne, comme j'ai mentionné au début de ma réponse. Parce que la liaison va être tout de suite faite entre ces mercenaires syriens et le régime qui les envoie et qui les utilisait contre son propre peuple. Donc, je crois qu'une conscience européenne avérée ne risquera de tomber dans l'amalgame entre le peuple syrien victime de ces milices et leurs crimes précédents et futurs. Une dernière question qui se pose.
pourquoi la Russie, qui a une armée colossale, fait appel à des mercenaires syriens? C'est parce que même si Poutine s'en fout allègrement de son opinion publique, il fait très attention à ne pas augmenter le nombre de victimes qui sont renvoyées à Moscou en cercueil. Alors on voit ces jeunes Syriens mourir sur le front. Ils ne connaissent pas le terrain, ils n'ont aucune connaissance du climat très rude dans cette région. Alors ils vont servir comme des appâts, d'un côté pour éviter les critiques contre Poutine par les mères des soldats russes, et de l'autre côté, de continuer de perpétuer cette tradition russe récente d'utiliser des mercenaires dans l'ensemble des pays où il y a un contrôle russe, que ce soit en Afrique subsaharienne, comme on le voit en Mali, que ce soit en Libye à côté du général putschiste Haftar, etc.